Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour une nouvelle critique du mois, avec énormément de fards et de cartes Yu-Gi-Oh derrière moi. Une lampe un petit peu en moins, mais c'est pas grave. On est quand même là, on est présent, malgré ces petites bisbrouilles, ces petits tumultes et malgré cette période faste d'examen. Si je vous retrouve aujourd'hui, et première chose, je m'en excuse encore une fois, vous n'aurez qu'une seule vidéo sur le mois de janvier. Celle-ci, voilà, la plus importante, ma foi, hein, mais voilà, je me rattraperai le mois prochain, je vais avoir une semaine blanche, je vais certes reprendre les cours, mais je serai un petit peu repris dans un certain quotidien, donc à la limite c'est pas trop dérangeant, donc voilà, mais vous n'aurez encore une fois qu'une vidéo, j'en suis navré, donc il faudra attendre le mois prochain pour en voir un peu plus, voilà, mais un peu de repos ça fait pas de mal aussi. Et c'est donc sous la pluie que nous allons commencer cette vidéo, cette critique du mois qui parlera donc de Fairy Tail et de son 5e arc, c'est-à-dire l'arc d'Horation 6. Après les nombreuses péripéties qui sont arrivées durant la bataille de Fairy Tail, une bataille aussi indigeste que bouillie bien évidemment, une vraie tambouille cet arc tout simplement, on arrive enfin dans un des arcs les plus intéressants de la série. Je parle bien sûr de l'arc Nirvana et de celui des Horation 6. Vous le verrez bien évidemment dans un top perso qui arrivera sur la chaîne, que cet arc, eh bien je l'apprécie énormément pour plusieurs points, et il n'est pas anodin qu'il soit un de mes préférés de la série, parce qu'il a plusieurs volets importants, plusieurs volets intéressants, il développe plusieurs choses, et surtout, il apporte un certain changement dans la série, une certaine rupture. Il y a déjà une chose qui contraste énormément avec tout ce qu'on a pu voir auparavant, que ça soit l'arc des Phantom Lords, de la Tour du Paradis, ou même encore la bataille de Fairy Tail, c'est-à-dire qu'ici, on est véritablement dans un arc où c'est Fairy Tail même qui va déclencher la bataille avant même qu'elle ne se déclare, c'est-à-dire qu'avant toute chose, il y avait toujours cette volonté d'aller combattre un ennemi parce qu'il avait fait un petit peu la merde, on va dire, et bien ici Horation 6 n'a pas vraiment encore mis le pied à l'étrier sur le côté méchant, mais Fairy Tail décide de les attaquer, comme ça, voilà, sans crier gare. Et ce grand ovale au centre, qu'est-ce qu'il représente? Jubia peut vous expliquer. C'est ce qui symbolise l'alliance Baram. Elle regroupe 3 guildes. Horation 6, Tartaros et Grimoire Art. Si je comprends bien, les membres de cette guilde exécutaient les ordres et les basses œuvres des Horation 6. C'est une chose qu'on peut un petit peu comprendre vu les antécédents de cette guilde et le contexte dans lequel arrive cette bataille. Premièrement, il y a une chose à noter et qui est très importante, c'est que la guilde Horation 6 en tant que telle, eh bien elle fait partie de ce qu'on appelle l'alliance Baram, c'est-à-dire qu'on réunit un trio de guildes clandestines les plus puissantes, enfin des guildes officielles, qui gèrent en sous-branche les guildes clandestines, et c'est les 3 plus fortes, avec Horation 6, Grimoire Art et Tartaros bien évidemment. Et Horation 6, il n'est pas très bien réputé dans cette alliance. C'est pour ça que Fairy Tail décide de les attaquer avant qu'il y ait du grabuge. Mais ensuite, deuxièmement, l'autre objectif, et c'est un des trucs que j'aime énormément dans cet arc, c'est que pour attaquer cette guilde qui est quand même assez forte, assez difficile à vaincre, il va falloir opérer avec une alliance qu'on appelle de guildes. Donc c'est-à-dire qu'on va réunir plusieurs guildes du royaume de Fioré, avec plusieurs mages envoyés par-ci par-là pour en venir à bout. Et c'est une chose que j'aime beaucoup, parce qu'il y a vraiment cette idée de réunion, de collectivité qui se met en place. J'aime énormément ça parce que non seulement ça permet de redécouvrir une tripotée de personnages qu'on n'a plus vus depuis un certain temps quand même, que ce soit le cas de Léon, de Cherry, même d'autres de Blue Pegasus qu'on n'avait pas encore vu du tout, donc on les découvre un petit peu, et surtout ça permet de mettre en un même lieu les mêmes égos, les mêmes ambitions de chacun qui forcément à un moment donné s'affrontent, parce qu'il y a parfois l'électricité dans l'air. Cette demeure appartient à Maître Bob de Blue Pegasus. Oh non, pas lui. Maître Bob de Blue Pegasus. Ne vous y trompez pas, c'est bien un homme. Je suis pas trop à l'aise avec lui. Nous sommes Les mages envoyés par Blue Pegasus. Les Trimens, Ibiki des 100 nuits. Yves de la Sainte Nuit. Reine de la nuit calme. Que ça soit la troupe d'Ichiya et de ses beaux gosses de Blue Pegasus, celle de Léon, de Jura et de Cherry de la Mia Scale, ou encore la timide Wendy Marvel de Kate Shelter, tous apportent un petit peu leur lot de nouveautés. En tout cas, je suis ravie de travailler avec vous.
Nous allons faire du bon travail Je ensemble. crois que je vais fondre. Cette expression sur votre visage, c'est de toute beauté. Vous savez, depuis toujours, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. C'est pas exactement ce qu'on appelle un accueil chaleureux. Ce n'est pas une manière de traiter un mage de Lamia Scale. Voici Léon Bastia. Effectivement, j'aime énormément cet aspect de montrer plusieurs personnages dans un même lieu, dans un même arc, parce que ça permet, encore une fois, de démontrer que la série Fairy Tail est une série qui est riche en termes de personnages, en termes d'histoire, en termes de lieux, parce que là aussi on voyage, on quitte Magnolia, on s'éloigne un petit peu des bases de Fairy Tail pour partir dans une forêt totalement inconnue, la forêt de Wars je crois, donc pour le coup, il y en a, ils connaissaient cette forêt, mais d'autres pas trop, donc voilà, on voyage, on découvre d'autres horizons et c'est vraiment cool. Tu as bien dit les membres, mais il paraît qu'il n'y en a qu'un seul. Comment ça, un seul? Quoi? Pour une mission aussi périlleuse, ils n'ont envoyé qu'un seul mage? Bonjour. Veuillez m'excuser pour le retard. Je suis la magicienne envoyée par Cade Shelter. Je suis Wendy. Mais le plus important dans cet arc, et c'est certainement le but premier, et avec le titre bien évidemment de cette vidéo, c'est l'arrivée d'un nouveau groupe de méchants appelé les Horation 6. Les 6 prières pour ceux qui ont fait quelques années d'espagnol. Je n'ai pas fait espagnol, mais voilà, ils le disent clairement que ça s'appelle les 6 prières. Je l'entends. Le son de la lumière qui est sur le point de disparaître. Je trouve que tu vas vite en besogne, Cobra. Hein? Ce sort légendaire sera enfin en notre possession. Un nouvel adversaire qui n'a pas tardé à montrer le bout de son nez, je dois vous l'avouer, que ça soit notamment dans les toilettes des garçons où Ichiya s'est fait tabasser, s'est fait marave par Gemmy et Gemini de Angel bien évidemment, et une chose qu'on peut noter sur ces personnages, c'est qu'ils sont tous très forts, mais vraiment, ça contraste avec tout ce qu'il y a eu avant, c'est incroyable. Non seulement ils ont tous une force incroyable, c'est même difficile de les avoir au premier abord, même pour des mages de rang S comme Erza, ils ont des plans à toute épreuve, c'est-à-dire qu'ils peuvent déjà anticiper à l'avance ce que va prévoir Fairy Tail et la coalition on va dire, et surtout ils ont un certain penchant pour les sortilèges anciens et un petit peu enfermés, voire interdits, donc ça, généralement ça sent pas trop bon. Voilà ce qui arrive à ceux qui essaient de nous arrêter. Je sais exactement ce que vous êtes en train de penser. On a bien éclaté du rat, Ichiya. Qu'est-ce que vous dites de ça? Quoi? C'est pas vrai! Vous ne vous attendiez pas à ça. Je sais que vous le pensez. On aime faire notre travail rapidement. Parce que oui, l'objectif numéro 1 d'Horation 6 par-dessus tout, c'est de libérer un sortilège antique préservé depuis des milliers d'années par les descendants du village local, le sort du Nirvana. Voilà, un sort extrêmement puissant qui a la capacité de faire passer de l'ombre, de la lumière à l'ombre. Voilà, donc faire passer le côté gentil à méchant en un clin d'œil, comme ça, avec un coup de canon, avec une volonté, donc voilà, c'est... Autant vous dire que c'est pas très chouette. Je ne pensais pas que vous vous montreriez facilement. On y va? J'entends tout, Titania. J'entends tes mouvements, ta respiration, la contraction de tes muscles. Et même tes pensées. Alors comme ça, toi aussi. Pire encore, la troupe de méchants semble s'intéresser à la petite venue toute tremblante, toute apeurée, toute malheureuse qu'est Wendy Marvel. Eh bien oui, parce qu'apparemment ils ont décelé en elle un certain pouvoir, une certaine utilité pour ramener une certaine personne à la vie, qui pourrait servir pour amener l'équipe de Ration 6 à mieux trouver le Nirvana. Et vous savez bien évidemment où je veux en venir, vous le savez rien qu'au ton de ma voix, vous vous en doutez. Qu'est-ce qui se passe, Brain? Pourquoi est-ce que tu t'es arrêté? Tu connais cette gosse? Ça ne fait aucun doute. C'est Wendy. La prêtresse céleste. Cette môme connaît la magie céleste. Elle maîtrise donc les sorts de guérison. Les sorts de guérison? La magie perdue?
Connaîtrait-elle une magie antique oubliée? Parce que oui les amis, pendant que notre petite troupe se soigne, échafaude un plan béton pour venir dans le repère des méchants, pour leur reprendre Wendy des mains, des griffes et un petit peu leur faire une petite baston, eh bien eux de leur côté, les Horation 6, ils révèlent à la petite Wendy et à Happy qui s'est retrouvée avec elle, on va savoir comment, eh bien qu'ils ont l'intention de ramener à la vie un certain Jelal Fernandez. Et oui, il est de retour, il est là. Qui aurait cru qu'ils auraient quand même été le repêcher dans les eaux glacées d'Akane Beach après l'arc de la Tour du Paradis. Voilà, enfin, comme quoi, hein, parfois l'eau, ça rejette des trucs, donc on retrouve les choses sur les plages, donc parfois ça peut aider. Donc Jelal est de retour. Je vous l'accorde, les explications sur comment il a été retrouvé, comment est-ce qu'il a été repêché, comment est-ce qu'il en est arrivé dans ce cercueil en forme de croix. En tout cas, les explications de Brain, pour ma part, elles restent encore aujourd'hui fumeuses, voire nébuleuses. Hein. C'est un petit peu une facilité scénaristique, on va dire, hein, voilà, parce qu'on n'a pas trop le temps de détailler sur le comment du pourquoi. Mais j'aime énormément le retour de Jelal. Oui, voilà, moi c'est un retour que j'ai toujours apprécié. Il est dans cet état depuis qu'il a reçu une très forte dose d'Eternano. Mais ne vous y trompez pas, il est bien vivant. Et tu es la seule à être capable de le réanimer. Cette magie perdue, celle qui peut soigner, c'est maintenant que tu dois l'utiliser. Vas-y! C'est déjà extrêmement cool que l'animé nous démontre un lien qui puisse exister, qui puisse potentiellement exister, entre la jeune chasseuse de dragons Wendy et le beau Jelal. Bon, certes, par après, on saura bien évidemment que c'est Miss Gunn qui lui a sauvé la vie, hein, quand elle était plus petite, mais c'est pas trop grave. Jelal est de retour, et ça va faire du bien au scénario, et un petit peu à Erza, bien évidemment. Quoi? Mais... qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolée. Ce garçon, il m'a sauvée. Et comme je me lance moi-même une petite transition, bien trouvée, bien placée, une petite passe décisive, ce qui est encore plus intéressant dans cet arc, c'est qu'on va explorer en profondeur la relation conflictuelle qui unit Jelal et Erza, notamment par leur retrouvaille. Et de prime abord, c'est vrai que quand on pense à ce qui s'est passé quand même à la Tour du Paradis, je le rappelle, où Jelal a eu une ambition démesurée, il a quand même détruit le conseil à lui tout seul, de la magie, hein, je tiens quand même à dire ça, il a torturé Erza, il a failli l'enfermer dans une lacryma, la faire fondre pour donner son corps à Zelef, donc on pourrait penser, à juste titre, que retrouver un type comme ça, les tensions seraient un petit peu électriques, et au contraire, c'est pas du tout le cas. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'en ai aucune idée. Erza. C'est mon seul souvenir. Malheureusement, tu as perdu la tête. Tu as profané des morts, blessé des amis et détruit le conseil. Et tu as même tué Simon. Non, ici l'animé prend une direction très intéressante, à savoir nous montrer un Jelal amoindri, affaibli, assagi et qui surtout a énormément perdu la mémoire depuis ce qui s'est passé à la Tour du Paradis. Un choix que j'aime énormément parce que ça permet aux spectateurs neutres, que nous sommes bien évidemment, d'éprouver une certaine empathie envers le personnage, de se dire « Ah, bah ouais, je peux comprendre, c'est dur aussi », parce que ça le met un petit peu face à tout cela, et les paroles un petit peu froides et directes d'Erza, ça le met encore plus face à ses responsabilités, à ses actes passés, de ce qu'il a commis, que c'est très grave. Tu voudrais me faire croire que tu as oublié? C'est trop facile de perdre la mémoire. Je te l'interdis. Allez, approche. Je t'ai dit de venir. Tu continueras sans doute à me haïr pour longtemps. Ce qui est normal après tout. Je ne mérite pas ton amitié. La scène de leur retrouvaille, elle est pour moi marquante à plusieurs niveaux. Déjà, elle met le personnage de Jelal devant ses antécédents, devant les actes qu'il a commis. Elle permet de mieux cerner le caractère un petit peu solitaire, amoindri, assagi du personnage au fil de ces années, et surtout ça construit encore plus la relation entre Erza et Jelal. Cette rencontre, ça démontre encore une fois qu'il y a un lien entre deux, plus que de l'amitié, c'est de l'amour, parce que Erza, elle l'aime, et ça se voit parce qu'elle lui pardonne quasiment instantanément, alors qu'il a quand même commis les pires atrocités, on va dire.
Erza! Allez, dépêche-toi d'annuler le cercle magique que tu as placé sur ton corps. Tu dois vivre. C'est ton devoir. Ça y est, tout est fini, c'est trop tard. On peut encore changer la donne. Tiens, regarde. Et surtout, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez faire, Erza, quand elle voit un Jelal comme ça sans défense? Elle craque. Elle retrouve un petit peu le garçon qui l'avait aidé, qui lui avait donné son surnom de Scarlett à la Tour du Paradis. Donc forcément, elle a des yeux en cœur, bien évidemment. Bon, pas littéralement dans la série, mais voilà, ça la touche. Parce que d'un côté, les amis, et je pense qu'on peut le dire, Erza, elle est heureuse, elle est soulagée, entre guillemets, de retrouver un Jelal, je vais dire, amoindri, un petit peu, qui a retrouvé son esprit d'enfant, son côté enfantin qu'elle aimait tellement. Mais de l'autre, elle est quand même assez attristée de le voir dans cet état, de se dire, attends, mais est-ce que c'est le même Jelal que j'ai vu? Est-ce que c'est le même Jelal qui a tué Simon, qui a explosé le conseil, qui était machiavélique? Non, elle a un peu de mal à le reconnaître, pour le coup. Et je ne sais pas, pour persévérer dans cette voie, rien que le fait de se dire que le seul souvenir qui lui reste, c'est le nom d'Erza, je trouve ça magnifique, parce que ça consolide encore une fois leur relation, et ça démontre que malgré tout ce qui a pu se passer, tout ce qui a pu avoir comme point de divergence entre les deux, c'est toujours resté Erza dans l'esprit de Jelal. Et encore une fois, ça démontre la force du lien amical et amoureux qui les unit, et franchement c'est beau, c'est merveilleux. Mais bon, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, parce que franchement, c'est un des points centraux, encore une fois, de cet arc du Nirvana, c'est la retrouvaille entre Erza et Jelal. Je parlais d'un arc de rupture en début de vidéo, c'en est un. Ici, c'est quand même déjà un point de rupture, un point totalement différent de ce qu'on avait pu voir. Donc forcément, on va persévérer dans cette voie. Parce que oui, si notre beau mage s'est rendu quand même de son propre chef dans la forêt, en éclatant quand même sur le côté un petit Eligol pour lui chipper sa veste, bien sûr, Jelal, vas-y, pille les autres, vole leurs affaires, y a pas de souci. C'est quand même pour une raison bien précise, qu'il s'est retrouvé dans cette forêt, à cet endroit-là, qu'il a activé le Nirvana à lui tout seul, et bien c'est tout simplement pour le détruire. Oui, Jelal à la base voulait détruire le Nirvana, tout seul, comme ça, comme si moi je voulais détruire ma cabane le dimanche matin ou m'acheter des mangas le lundi soir, voilà, enfin c'est comme ça. Et je ne sais pas vous, mais pour moi c'est un des moments les plus importants de cet arc, c'est un moment extrêmement beau, extrêmement fort et qui démontre, mine de rien, une certaine évolution chez le personnage. Cette lumière... Jelal doit se trouver là-bas! Jelal? Tu es venu. C'est un cercle magique d'autodestruction. Et je vous parlais de rupture, et bien en voilà un, parce que le fait que Jelal décide de son propre chef d'activer le Nirvana et de le détruire, ça démontre déjà qu'il y a un certain rachat, une volonté de se racheter de la part du personnage auprès des autres, de leur montrer que voilà, malgré tout ce qu'il a pu commettre, il a encore du bon en lui et qu'il a envie d'aider. Et de l'autre, ça marque une vraie rupture avec son passé de criminel, avec ce qu'il a pu commettre par le passé, ses actes atroces, et il a envie d'en finir, tout simplement. Une décision, bien évidemment, qui est très courageuse et très noble de sa part, mais qui n'est pas du tout du goût d'Erza. Non, je pense que voilà, c'était pas la meilleure option pour Erza. Malheureusement, Jelal rate son coup, ce qui fait que Brain décide d'activer le Nirvana, parce que on apprend que Brain a entraîné Jelal quand même pendant de nombreuses années. Voilà, j'aurais aimé le savoir au moment de la Tour du Paradis, mais bon, c'est pas grave, on va passer les détails. Ce qui fait que l'arc entre dans sa deuxième partie, le moment où le Nirvana sort de terre, une espèce de pieuvre gigantesque avec une cité antique sur son toit, qui est capable de faire passer la lumière dans les ténèbres grâce à un canon Jupiter extrêmement puissant. Et ça va déclencher une autre chose dans l'arc, l'affrontement entre les personnages. Parce que oui, maintenant c'est l'heure de la baston. Il y a bien longtemps, le lieu où nous nous trouvons en ce moment était habité par un peuple qui s'appelait les Nirvites. Les Nirvites? Oui, c'était il y a environ 400 ans. À cette époque, le monde était en proie aux guerres et plus personne ne savait qui les avait commencées. Pas étonnant. Mon père ne confie ses projets qu'à moi. On n'est jamais trop prudent. Midnight?
je dois vous avouer quand même que la plupart des combats dans l'arc Nirvana sont tous très bons. Voilà, il n'y en a pas un qui est en dessous de l'autre, ils ont tous leur spécificité par rapport aux autres, mais il y en a deux particulièrement qui ont retenu mon attention. Premièrement, il y a l'affrontement entre les deux constellationnistes, à savoir Lucy et Angel, ou Sorano pour les plus intimes. Voilà, on sait maintenant qu'elle s'appelle Sorano, donc le blaze Angel, il est un peu désuet aujourd'hui. C'est bon, ça suffit. Maintenant qu'on a trouvé le Nirvana, cette gamine ne nous sert plus à rien. Laisse-les s'enfuir. Comme tu voudras. Coucou Lucy, ça va? C'est le moment pour moi d'entrer en scène. Tu fais partie des Horation Seis? Oui, ces deux petits peuvent tout copier, l'apparence, les pouvoirs et même les pensées. Certes, bien que Lucy se défende très bien hein, face à Angel / Sorano pendant un certain temps, que ça se bat bien, qu'il y a une belle intensité dans le combat, une belle animation aussi, mais ce qui me plaît dans ce combat, c'est le sadisme qu'on peut voir à travers les yeux d'Angel, qui a tout simplement envie de faire souffrir Lucy. Ah oui, elle a envie de la douiller là. Je suis d'accord avec vous, j'ai vu la dernière saison aussi, certes, Angel a été très utile pendant l'arc d'Arbalès, que ça soit pour trouver l'informateur sur l'île qui a été rétréci par Brandish, hein, évidemment, ou même durant la bataille finale, mais à l'époque, Angel c'était une putain d'ennemie les gars, et elle n'était pas là pour rigoler. Pour une fois que vous vous retrouvez, vous êtes dans deux camps opposés. Loki, je te libère, retourne dans ton monde. Ça se voit que tu me connais mal, Lucy. Tu as vu ça? Je peux invoquer deux esprits à la fois. Tu ne vas pas pouvoir utiliser le puissant Léo pendant un moment. Tu me dégoûtes. Non seulement elle t'invoque des esprits surpuissants que t'as jamais vus, voilà, des clés qu'on n'a jamais vues, on ne sait pas où elle les a obtenues, à qui elle les a obtenues. Elle a buté Karen, voilà. Déjà c'est aussi un autre fait important hein, dans le fief de Léo par exemple. Elle arrive à invoquer deux esprits en même temps sans ressentir la moindre fatigue, alors que Lucy à ce moment-là, elle n'était pas encore au top de sa forme, donc si elle en invoquait deux, elle n'était pas bien. Et surtout, elle aime faire souffrir Lucy et ses adversaires, c'est son plaisir. Tu vas voir, ouvre-toi, porte des esprits, viens à moi. Avec une énergie magique si modeste, tu ne devrais pas user et abuser de tes esprits. Pas maintenant. C'est vraiment navrant de se prendre une raclée par soi-même quand on y pense. Alors certes, Lucy, elle va gagner grâce au conseil d'un des Blue Pegasus, hein, qui était à 2 doigts de l'article de la mort, hein, on va pas se mentir, parce que voilà, et elle arrive à vaincre Angel d'une bien belle façon, avec un sortilège interdit qu'on n'a jamais entendu parler pour l'instant, hein, donc voilà, c'est très bien de le sortir comme ça, maintenant le sortilège interdit, et surtout elle a vaincu Angel, ce qui est une bonne chose, parce que si elle n'avait pas été vaincue, je pense qu'Angel aurait continué à s'amuser avec elle, voilà, tel un jouet bien évidemment. Quant au deuxième combat, j'aurais pu bien évidemment vous parler du duel très intense et très bien mené entre Erza et Midnight, hein, qui est un excellent combat dans la série, en tout cas dans cet arc, mais j'ai préféré m'attarder sur le duel final, à savoir entre Natsu et Zero. Zero qui était la face cachée de Brain, l'un des commandants des Horation Seis, à partir du moment où les 6 prières ont été vaincues, explosées, donc voilà. Et ce combat, il était pas mal, il était bien. Soyez le bienvenu, maître Zéro. Comment ça, maître? Il se passe des choses intéressantes ici, on dirait. C'est donc lui, le maître tant redouté des Horation Seis, le terrible Zéro. Oh, il fait trembler le sol avec sa magie. Au-delà de la puissance qui est déployée par Natsu durant ce combat, qui démontre encore une fois que le personnage évolue, qu'il apprend, qu'il grandit, et surtout qu'il s'aguerrit au fil des combats, ça aussi c'est important. J'aime énormément son duel face à Brain pour les retrouvailles face à Jelal. Des retrouvailles qu'on aurait pu penser un petit peu adoucies, un petit peu amicales, mais pour Natsu, ça reste ancré dans sa mémoire, le côté tour du paradis, t'as voulu tuer Jelal, t'as voulu tuer Erza, donc non, ça passe pas.
Parce que là où Jelal souhaitait tout simplement se racheter une conduite, montrer qu'il avait un petit peu repris du poil de la bête, qu'il était passé dans le camp des gentils on va dire, eh ben Natsu ça passe pas parce qu'il garde encore en tête les stigmates de ce qui s'est passé à la Tour du Paradis. Pour lui ça a été un véritable affront, ça a été une honte ce qu'il a fait et que ça va pas être pardonné du jour au lendemain. Ça va être très difficile et ça c'est très bien exploré et exploité par la série. Qui est là? Jelal! Natsu. Le feu est complètement inefficace contre moi! C'est un moment très très fort de l'arc, très puissant, parce que ça permet de mettre en lumière ce que Natsu ressent envers Erza, son aspect grand frère, protecteur, et surtout que les actes que Jelal a commis, ils sont tous punissables, que parfois, pardonner, on n'arrive pas à pardonner. Ces brefs instants de haine qui sont éprouvés par la salamandre confirment que Jelal, ce qu'il a commis, est impardonnable, est irréparable, et que ce dernier a perdu une grande confiance aux yeux de Natsu. À la limite, si Jelal s'était contenté de mettre une petite dérouillée à Erza sans faire trop de vagues, peut-être qu'il aurait apprécié le revoir, mais là, quand il l'a revu, je peux vous assurer que dans les yeux de Natsu, au début, c'était « je vais te casser la tronche, je vais t'exploser sur le sol, Jelal, tu ne t'en rends même pas compte ». Comment as-tu oublié ce que tu as fait? Jamais je n'accepterai de l'aide de ta part! Moi, j'ai rien oublié. Les larmes d'Erza, je m'en souviens parfaitement. Et c'est toi. Oui, c'est toi qui l'as fait pleurer! Fort heureusement, n'écoutant que son courage et son envie de bien faire, Jelal protège Natsu d'une des attaques traîtres de Zero et lui offre même entre guillemets une partie de son pouvoir qui est signifiée par la flamme de son crime tout simplement pour terminer son arc narratif de la Tour du Paradis, ses actes qu'il a pu commettre. Et donc voilà, il lui donne les clés du camion pour finir le travail, grosso modo. Donc oui, la brouille n'a pas duré longtemps, et je vous l'accorde, l'arc est beau, il est puissant, il est fort, il contraste avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il y a une véritable rupture dans l'histoire, les personnages vont aller vers une autre évolution par la suite, c'est larmoyant, on a envie de pleurer à tous les coins de rue, mais il y a quand même deux petits points négatifs dans cet arc. Ce pouvoir, ça me rappelle quand j'ai mangé les Thérions. C'est génial. Maintenant, je peux te battre. Approche avec ton pouvoir du dragon. C'est parti! Ce que je reproche le plus à cet arc, c'est déjà d'avoir un manque de background ou de passif autour des méchants eux-mêmes, c'est-à-dire autour des 6 membres d'Horation 6. D'accord, on sait tous qu'ils ont vécu quelque chose de traumatisant à la Tour du Paradis, qu'ils y ont tous été enfermés, qu'ils y ont tous travaillé comme des enfants esclaves pendant des années et des années, mais à part ça, il n'y a pas grand chose au portillon. On ne sait pas vraiment ce que Racer a fait, ce que Angel a fait, ce que Eric a fait, ce que Brain a fait. C'est con, mais la relation entre Brain et Jelal, elle est très très peu exploitée. Alors que c'est quand même lui qui lui a tout appris, c'est lui qui lui a donné les clés pour activer et désactiver le Nirvana. Donc voilà, il y a un manque de background autour de ces personnages, mais malheureusement c'est un des lots de Fairy Tail quand il y a énormément de méchants au portillon. Imagine dans ta tête la forme de destruction que tu désires. Je sais ce que je dois faire. Non, pas tout à fait. Pardon? Ma magie n'est pas encore parfaite. Ça a été le même problème, et ça sera le même problème dans beaucoup d'arcs malheureusement, et dans la dernière saison c'est flagrant, c'est que quand il y a plusieurs individus, quand il y en a 5, 10, 15 ou 20, c'est très compliqué de détailler les histoires de chacun, donc parfois on fait des raccourcis, on préfère se concentrer sur le minimum, pour ne pas non plus avoir des arcs aussi longs qu'One Piece par exemple, voilà, donc. Mais c'est problématique, parce que tu t'attaches aux personnages, tu t'intéresses à eux, mais tu sais pas ce qui s'est passé réellement dans leur vie. Voilà, pour Sorano, on sait qu'elle a une sœur à un moment donné, mais c'est pas très bien exploité, on ne le sait pas beaucoup, on ne le sait pas, mais après ce sera expliqué plus tard, donc ça se rattrape, mais coup-ci coup-ça quoi. Parce que soit on va passer trop de temps sur l'un, soit on va pas passer assez de temps sur l'autre, ce qui fait qu'on va rattraper le temps perdu pour revenir à une boucle, pour reparler de lui, donc c'est un vrai bazar. Tu as réussi à m'arrêter dans ma course 2 fois de suite.
Si on en reste là, ma réputation sera salie. C'est vrai, ce serait dommage. Grave erreur. On ne révèle jamais sa véritable identité. Et encore moins à l'ennemi. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, ce défaut il est valable pour beaucoup d'arcs de la série, et pour Arbalest c'était flagrant, parce que là t'en as quand même 12, et il y en a qui passent à la trappe, il y en a que tu vois pas beaucoup, il y en a qui sont expédiés très rapidement alors qu'on te dit « Oh c'est le plus fort du monde de la magie, du monde de Fairy Tail ». Ouais, enfin bon, il y en a une qui se fait quand même taper dessus alors qu'elle est terminée avec du sable, hein. Voilà, je parle bien évidemment de Mademoiselle Brandish, mais on reviendra sur son cas lorsqu'on parlera de cet arc. Donc rassure-toi, Mademoiselle, je rétrécis les gens, je les fais agrandir, on parlera de ton cas à un moment donné. L'autre problème majeur, et ça c'est vraiment dommage parce que la plupart de l'arc tient debout, il n'y a pas de souci, ça marche bien, ça match on va dire, mais ce qui manque un petit peu et ce qui est dommageable à la fin, c'est que la fin est beaucoup trop précipitée, vraiment. Il y a tout qui s'enchaîne beaucoup trop vite et on sentait qu'il n'y avait plus beaucoup d'épisodes entre guillemets. C'était la fin, il fallait tout mettre, hein, l'explosion du Jupiter, l'arrivée des méchants, l'arrivée d'autres Horatio 6 qui vont se repentir, qui vont décider d'apprendre un peu plus sur leur passé, l'arrivée de l'armée de Fioré pour arrêter Jelal, donc bref, on a tout condensé en quelques épisodes, alors que ça aurait été bien de un peu plus les déployer, un peu plus les utiliser, ces épisodes. C'était la flamme de son crime. En décidant de l'avaler, tu deviens complice de toutes les horreurs qu'il a commises. T'inquiète pas, j'en ai vu d'autres. Pour nous, les mages de Fairy Tail, le véritable crime serait de fermer les yeux. Comment as-tu pu imaginer qu'un pauvre minable tout seul aurait pu faire le poids contre moi? Comme je vous l'ai dit, voilà, on sait dire, bah oui, mais les ambitions futures de Fairy Tail, bah, on les met là, ce qui est arrivé à Kate Shelter, on le met là, Jelal qui s'en va, on le met là, les ambitions futures de Hot Eye et son repentiment, entre guillemets, son côté où il va se repentir, bah, ouais, ça a été très vite condensé. Et ça c'est dommage, parce que tout le reste de l'arc, je vous le dis, tient debout. Et surtout, j'en parlais très rapidement, j'aurais aimé et souhaité que Jelal ne disparaisse pas aussi vite comme un voleur, s'il vous plaît. C'est possible, ça? Tiens, c'est qui ce type-là? Aucune idée. C'est l'un des playboys de Blue Pegasus? Non, je me souviens pas de lui. C'est Jelal. C'est Jelal? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Jelal, je voudrais te remercier pour l'aide précieuse que tu nous as apportée. Erza, ce n'est pas la peine. Je n'ai rien fait qui mérite des remerciements, je t'assure. Je suis d'accord, le gars il a commis un crime terrible, impardonnable, inqualifiable, injustifiable, qu'il mérite logiquement sur le papier d'aller faire un petit tour par la case-prison, mais bordel, laissez-lui un peu le temps, laissez-lui le temps de se retrouver un petit peu avec Erza, avec les autres membres de Fairy Tail, de rediscuter avec eux, d'échanger brièvement, peut-être pas un long dialogue, un long monologue, mais juste dire je suis désolé, j'espère que vous m'en pardonnerez, je ne voulais pas en arriver là, et parce que le gars ça ne le permet pas, ça ne lui permet pas d'envisager l'avenir sereinement. Voilà, il sort à peine du Nirvana, il est KO debout, il sait pas ce qu'il va faire, il est en mode mais je suis où là? Et t'as les mecs de l'armée qui font monsieur, on peut vous arrêter s'il vous plaît? Donc oui, ce sont des petites bévues majeures, un peu importantes, mais elles restent malgré tout marginales, parce que, comme je vous l'ai dit, l'arc se tient, ça marche, ça fonctionne, donc c'est pas, comparé à la bataille de Fairy Tail, on est quand même déjà 2 crans au-dessus, hein, je vous le cache pas. Hein, la bataille de Fairy Tail, c'était une autre histoire, un autre monde. Je dois les empêcher d'emprisonner Jelal. Si je reste sans rien faire, plus rien ne pourra le sauver. Je ne les laisserai pas faire! Il ira nulle part! L'arc Nirvana, c'est finalement une belle bouffée d'air, une belle bouffée d'oxygène qui nous permet de respirer, de retrouver, je vais dire, un certain niveau de confort hein, dans la série qu'on avait perdu avec la bataille de Fairy Tail
On se demandait mais c'est quoi cette tambouille? Ça permet encore une fois de faire arriver de nouveaux méchants, bien plus forts, bien plus costauds, de faire revenir d'autres anciens personnages qui sont tous très intéressants, d'avoir le côté Wendy Kate Shelter, donc il va vraiment y avoir une intrigue tout autour de Wendy, donc ça aussi c'est cool. Donc voilà, l'arc développe plusieurs choses, plusieurs belles choses, et encore une fois, Fairy Tail à ce moment-là, je vous le dis, prend un tournant. Fairy Tail va dans une autre direction, un petit peu plus adulte, et ça c'est cool. Certes, la vidéo avance, mais j'aurais aimé vous parler plein de choses, parce que là où cet arc prend un grand virage, c'est qu'au tout début, on a quand même le retour du père de Lucy, hein, avant l'arc, qui n'a plus d'argent, qui n'a plus un rond, qui demande quand même de l'aide financière à Lucy pour l'aider à voyager. Elle refuse, elle décide d'aller aider une guilde où il doit se rendre, qui est attaquée. Donc forcément, il y a aussi, je vais dire, la rédemption de Lucy envers son père. Elle lui pardonne, il lui pardonne, entre guillemets, à sa fille d'avoir agi ainsi de la sorte. Il comprend ses décisions. On a l'arrivée de Wendy, sa relation avec Carla, avec Natsu, ce qu'elle a vécu étant petite, ses liens avec la guilde de Kate Shelter, les traumatismes qu'elle a aussi vécu étant petite et qui vont l'amener finalement à venir à Fairy Tail. Donc voilà, il y a énormément de choses dans cet arc, et encore une fois, l'arc prend un tournant différent, parce que les personnages ont vécu une bataille, ont consolidé des liens avec les autres, et ça c'est très important. On a appris que finalement le pardon c'est quelque chose d'important aussi dans la vie, qu'il faut pouvoir avancer et passer à autre chose, et surtout ça marque un tournant, parce que Jellal est arrêté, donc ce qui fait que Erza va devoir vivre sans lui, et ça c'est fort et c'est beau aussi. C'est bon, allez-y. Emmenez Jellal. Je me rappelle... J'ai toujours aimé la couleur de tes cheveux. Nous avons donc la place face à un avenir, une nouvelle génération qui annonce, qui s'amorce, avec l'arrivée, comme je vous l'ai dit, de Wendy Marvel, son retour à la guilde, et bien évidemment le prochain arc qui sera centré sur Edolas, qui là augmentera encore une fois le niveau, où on sera vraiment dans un des arcs, je pense, les mieux de la série. Pour moi c'est un des meilleurs. Voilà, c'est pas le meilleur, mais il est facilement dans le top 4-5. C'est pour toutes ces raisons, tout ce que je viens de vous dire au bout de ces 36 minutes de vidéo, que j'ai décidé d'accorder la note de 16. De base j'étais parti sur 15,5, mais je vais accorder la note de 16 sur 20 à cet arc, qui pour moi est très bien mené. Il y a de bonnes intrigues, de bons personnages, de bons méchants, il y a le retour de vieux personnages intéressants, donc vraiment c'est un peu un petit peu le Civil War ou le Infinity War de Fairy Tail, hein. Bon, je n'irai pas jusque là, mais voilà. On est déjà dans un level où l'animé prend une autre tournure, on est dans un univers qui commence à être bien plus adulte, moins enfantin, moins drôle, hein, tout simplement. Il reste des vannes, hein, mais par rapport au premier arc de la série, on en est loin déjà. Donc voilà, 16 sur 20, c'est une très belle note. Merci à vous en tout cas d'être restés jusqu'au bout, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, en tout cas c'est ce que je souhaite, mais voilà, donc comme d'habitude avant de partir, vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est le plus important, que ça soit via ma chaîne ici, hein, la Minute en Vrac, ou l'Actu en Vrac, mon petit blog, où vous pourrez retrouver cette critique sous format écrit, mais également des petits coups de cœur, des petits coups de gueule que je poste assez régulièrement, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, tous les liens sont dans la description. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouTube pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, continuez d'aimer ceux qui vous aiment, ceux qui vous entourent, vos proches. Vaccinez-vous si tel n'est pas encore le cas, portez un masque, protégez-vous. Surtout, réussissez vos examens, c'est le plus important. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!